Bonjour à tous et bienvenue à la 8e vidéo de cette série consacrée aux prérequis incontournables. Aujourd'hui, on verra l'opérateur gradient, cette vidéo fait suite à celle consacrée à l'opérateur Nabla. Alors ici, nous avons quelques lois physiques qui sont décrites par usage de l'opérateur gradient. Donc l'opérateur gradient, il est simplement noté grade, comme vous le voyez. Alors ici, nous avons la loi phénoménologique de Fourier en transfert thermique qui fait usage du gradient appliqué au champ de température. Nous avons une équation qui est très importante en électrostatique qui nous relie le champ électrostatique et le potentiel électrostatique par E égale à moins gradient de V. Nous avons notre opérateur gradient. Ici, nous avons également la loi de Navier-Stokes, l'équation de Navier-Stokes, la deuxième équation, qui utilise l'opérateur gradient pour la force de pression. Alors, comment exprimer de façon générale l'opérateur gradient? On se rappelle d'une expression qu'on a vue particulièrement dans les autres vidéos, où on a dit que df, que le gradient de f était lié à la différentielle d'une fonction, de telle sorte que df soit égal au gradient de f scalaire dom. df égale au gradient de f scalaire dom. On peut déjà constater à partir de ces lois que l'opérateur gradient ne s'applique qu'à des champs scalaires. J'ai un champ de température, un champ de potentiel, un champ de pression. Les champs scalaires étant des fonctions qui, à tout point M, associent un alpha de M, un réel qui dépend des paramètres de mon point M, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc, on peut déduire que mon gradient, à tout champ f de m, va associer un vecteur. Ça veut dire que l'opérateur gradient s'applique à un champ scalaire pour donner un champ vectoriel, parce que le gradient de f de m est simplement un vecteur. Par exemple, là, nous avons un vecteur, nous avons moins, bon, c'est comme une constante, moins 1, gradient de v qui ne peut être qu'un vecteur, vu que nous avons un vecteur là. Donc, on applique le gradient à un champ scalaire pour obtenir un champ vectoriel. Maintenant, vous allez voir également en mécanique des milieux continus, un opérateur similaire, mais qui peut s'appliquer à des fonctions vectorielles pour donner des tenseurs d'ordre 2 qui ne sont rien d'autre que des matrices en fait, qui sont visualisées comme des matrices 3x3. Mais on y arrivera. Alors ici, partons de la simple notion de produit scalaire. Si on prend deux champs vectoriels U et V, en n'importe quel système de coordonnées, bon, orthonormé bien sûr, alors ceci n'est rien d'autre que U1, V1, plus U2, V2, plus U3, V3. C'est ce que nous allons faire pour essayer de déterminer l'expression des gradients de f dans chaque système de coordonnées. On rappelle ici que DOM, dans tout système de coordonnées, est généralisé par somme des i allant de 1 à 3, de HI, DUI, EI. Allons en coordonnées cartésiennes. Je sais que ma fonction en coordonnées cartésiennes ne doit être fonction que de paramètres x, y, z. Je sais également que DOM n'est rien d'autre que dx porté par i plus dy porté par j plus dz porté par k. Autrement dit, différentiel de ma fonction. Bon, on rappelle aussi, si ça en vaut la peine, df n'est rien d'autre que la somme des i allant de 1 à 3 et dérivée partielle de f par rapport à ui DUI. Où UI, c'est juste les coordonnées adaptées au système de référence, au système d'étude. Là, nous avons df qui sera simplement la dérivée partielle de f par rapport à x dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y dy, plus la dérivée partielle de f par rapport à z dz. Alors, on peut également dire, d'après ceci, comme nous savons que df est encore défini comme étant gradient de f scalaire DOM, alors on aura la composante du gradient de f suivant x fois la composante de DOM suivant x, c'est-à-dire dx, plus gradient de f suivant y fois dy, plus grade de f
suivant z fois dz. Ceci permet de déduire simplement à partir de l'écriture que nous avons là. Ça nous permet de dire qu'en fait, dérivée partielle de f par rapport à x est encore égal à grade de f suivant x. Dérivée partielle de f par rapport à y est encore égal à grade de f suivant y. Et dérivée partielle de f par rapport à z, c'est égal à ma composante du gradient de f suivant z, tout simplement. Donc, je peux affirmer qu'en coordonnées cartésiennes, gradient de f a pour composante d rang f sur d rang x, d rang f sur d rang y et d rang f sur d rang z, porté par i, j et k. On va faire de même en coordonnées cylindriques. En coordonnées cylindriques, ma fonction va dépendre de r, θ et z. Le déplacement élémentaire DOM ne sera rien d'autre que dr ER plus r dθ Eθ, parce que ceci c'est H2, H1 c'est 1, et enfin j'aurai dz k. Ça veut dire que si ma fonction est dépendante de r, θ et z, alors df c'est simplement dérivée partielle de f par rapport à r dr plus dérivée partielle de f par rapport à θ dθ plus dérivée partielle de f par rapport à z dz. Ceci peut encore s'écrire comme composante du gradient de ma fonction suivant r fois la composante suivant r de DOM, c'est-à-dire dr, plus la composante du gradient de ma fonction suivant θ fois la composante suivant θ de DOM, c'est-à-dire fois r dθ, plus la composante du gradient de ma fonction suivant EZ, suivant Z, fois composante de mon déplacement élémentaire suivant Z, c'est-à-dire dz. Alors, par équivalence des deux écritures que nous avons là, on peut également déduire que dérivée de f par rapport à r, donc je prends ce qui multiplie dr là et ce qui multiplie dr là, c'est gradient de f suivant r. Je peux déduire que la dérivée partielle de f par rapport à θ n'est rien d'autre que, donc ceci ça multiplie dθ, et là, qu'est-ce qui multiplie dθ? C'est tout simplement r fois tout ceci. Donc j'ai r fois gradient de f suivant θ. Dérivée de f par rapport à z sera simplement gradient de f suivant z. À partir d'ici, je peux directement déduire que le gradient de ma fonction f en coordonnées cylindriques aura pour composante suivant ER, Eθ, EZ, c'est-à-dire qu'un gradient de f suivant r, c'est dérivée partielle de f par rapport à r. Suivant Eθ, on aura, pour enlever le r, je vais diviser par r de part et d'autre, ceci va partir. Donc je vais rester avec 1 sur r, dérivée partielle de f par rapport à θ, et là j'aurai dérivée partielle de f par rapport à z. Je fais pareil en système de coordonnées sphériques. En sphérique, ma fonction dépendra de r, θ et phi. Déplacement élémentaire, je sais que DOM, c'est dr ER plus r dθ Eθ plus r sinus θ d phi et phi. Alors, d'après les paramètres de dépendance de ma fonction, df sera simplement la dérivée partielle de f par rapport à r ER plus la dérivée de f par rapport à r dr plus la dérivée de f par rapport à θ dθ plus la dérivée partielle de f par rapport à phi d phi. Et ici, qu'est-ce qu'on aura? En adoptant le fait que df c'est gradient de f scalaire DOM, j'aurai que ceci
n'est rien d'autre que la composante de mon gradient de f suivant r fois la composante de DOM suivant r, c'est-à-dire dr, plus pareil, gradient de f suivant θ fois la composante de mon DOM suivant Eθ, qui est r dθ, plus gradient de f suivant phi fois composante de mon gradient de mon DOM suivant phi, c'est-à-dire r sinus θ d phi. Maintenant, je fais l'équivalence de ce qui multiplie dr, dθ et dφ ici. Donc là, je vois bel et bien que le dérivé partiel de f par rapport à r n'est rien d'autre que grade de f suivant r. Je vois également que dérivé de f par rapport à θ n'est rien d'autre que gradient de f par rapport à suivant θ fois r. Donc r fois composante suivant θ de gradient de f. De même, dérivé de f par rapport à phi sera r sinus θ grade de f suivant phi. Donc, je peux déduire en système de coordonnées sphérique que gradient de f aura pour composante dérivée partielle de f par rapport à r. Pour avoir gradient de f suivant θ, je vais diviser ceci par r. Donc, j'aurai 1 sur r dérivé de f par rapport à θ. Et pour avoir gradient de f suivant phi, je vais diviser ceci par r sinus θ. Donc, j'aurai 1 sur r sinus θ dérivée partielle de f par rapport à phi. Donc, nous avons les expressions de gradient de f dans tous les systèmes de coordonnées. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a vu sur la vidéo précédente, où on parlait de l'opérateur nabla, on peut directement constater ici que gradient de f, comme on l'a dit, gradient de f ne sera rien d'autre que nabla de f. Donc ça, c'est valable, je vous ai dit, uniquement en coordonnées, en système de coordonnées cartésiennes. Mais vu les expressions que nous avons obtenues, on peut dire que c'est valable pour n'importe quel système de coordonnées. Donc, gradient de f en forme généralisée ne sera rien d'autre que la somme des i allant de 1 à 3 des 1 sur hi dérivé de f par rapport à ui porté par ei. Exactement. Si on vient en coordonnées sphériques, par exemple, on a 1 sur 1 qui est dérivé de f par rapport à RER, qui est bien ça, 1 sur R et 1 sur R sinus θ, qui sont 1 sur H2 et 1 sur H3. Donc, ceci nous permet d'avoir une expression généralisée de notre gradient de f. Maintenant, passons au sens physique. Qu'est-ce que ça représente exactement, gradient de f? Là, j'ai pris par exemple un petit schéma pour mieux cerner le sens physique du gradient. Alors, prenons d'abord un petit schéma qui permet de retrouver ça facilement. Si j'ai une fonction qui croît par exemple, je sais pas, voilà ma fonction f qui dépend de x par exemple, donc là j'ai x, y. Si je viens là, je prends une largeur dx, cette largeur dx va faire varier ma fonction, donc là, ça va entraîner une légère variation, une infime variation de ma fonction df. Et ceci n'est que la pente. On sait que df ne sera rien d'autre que f' de x dx. Ça, c'est vu comme la pente. Donc, la dérivée ici, c'est comme la pente localisée lorsque je me retrouve en x. Ceci, en expression généralisée, on peut avoir gradient de f scalaire dl, donc déplacement élémentaire. C'est juste pour qu'on ait cette fonction de pente, cette notion de pente en tête lorsqu'on va voir en plusieurs dimensions. Là, j'ai par exemple une nappe qui peut être surfacique ou bien en 3D. Ça dépend de la fonction qui permet d'avoir ça dans une fonction quelconque. Là, j'ai une nappe qui est représentée par un ensemble de points.
Donc, je peux avoir une infinité de points là. J'ai pris un point quelconque M. Et là, j'ai pointé un vecteur pour nommer le gradient de f en ce point. Alors, il faut simplement savoir que le sens physique que revêt le gradient d'une fonction en un point M, c'est la direction de croissance maximale de cette fonction lorsqu'on se retrouve en M. Ça veut dire que lorsque je suis en M, la fonction a tendance à croître le plus rapidement suivant cette direction. C'est ça que nous représente le gradient de f en ce point. Et l'intensité du gradient de f ne sera rien d'autre que l'intensité de cette variation, là, tout simplement. Donc, vous avez déjà le sens physique du gradient, ça permet simplement de voir la direction dans laquelle notre fonction a tendance à croître le plus rapidement, tout simplement. Alors, un exemple aussi qui nous permet de visualiser cela, c'est une cartographie. Si vous avez une fonction h de x, y, c'est-à-dire qui a tout couple x, y, vous permet d'avoir l'altitude. Par exemple, une cartographie d'un paysage, un champ de montagne pour faire des randonnées. Lorsque vous calculez le gradient de ceci, le gradient de cette cartographie h de x, y, donc qui a tout couple x, y du plan de la figure, vous donne l'altitude en ce point. Alors, ceci va simplement vous donner la direction de la pente la plus raide lorsqu'on se retrouve en ce point. Ça veut dire que si je me retrouve, si là c'est mon point M, de telle sorte que tout autour, j'ai des directions quelconques. Lorsque je vais calculer le gradient de mon H, si ça pointe dans ce sens, alors je sais que dans cette direction, j'ai la pente la plus élevée, la plus rude autour de mon point M. Donc, généralement, c'est quelque chose qu'on va éviter. Donc, lorsqu'on a la cartographie du gradient de H, on peut définir des chemins qu'on devrait emprunter pour avoir le moins le moins d'efforts physiques à fournir. Donc, ceci peut également nous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui, j'avais oublié de préciser. Le gradient de f a également cette propriété-là. Regardez. Donc, si df égale à gradient de f scalaire dom, si ma fonction est uniforme, ça veut dire que df, en fait, est comme si c'était une constante. Alors, donc, si f est égal à une constante, ceci revient à dire quoi? Que df est nul. Et si df est nul, alors gradient de f scalaire dom égale 0. Produit scalaire de deux vecteurs nuls, ce qui veut dire que la fonction grade de f est perpendiculaire au déplacement élémentaire. Donc, autrement dit, ma fonction, en fait, le gradient de f sera perpendiculaire aux surfaces équipotentielles, ou on appelle encore ça les lignes de niveau, les fonctions de niveau, ça peut arriver. Donc, aux surfaces équipotentielles, bon, là, lorsqu'on parle de potentiel, bien sûr, c'est pour ça que je dis équipotentiel. Lorsqu'on sera en électrostatique, ça se verra beaucoup plus facilement, ou encore des lignes de niveau. Donc, aux surfaces d'équation f égale une constante. Gradient de f est perpendiculaire à ceci. Donc, ça, c'est une propriété du gradient de f. Si vous avez également gradient de f qui s'applique à un produit de fonctions scalaires, c'est-à-dire, par exemple, f fois v, f fois g, alors le gradient de f fois g n'est rien d'autre que f fois gradient de g plus g fois gradient de f. Donc, ça, ce sont aussi des propriétés que vous pouvez appliquer. Donc, ce sera tout pour cette vidéo consacrée à l'opérateur gradient. J'espère qu'à partir de ceci, vous avez pu visualiser l'essence même de l'écriture des composantes de notre opérateur gradient et le sens physique attaché à l'opérateur gradient. Donc, le gradient d'une fonction nous permet juste de savoir la direction de croissance maximale de cette fonction. Donc, ce sera tout et à nous revoir à la prochaine vidéo. Bye bye.